que derrière ces vidéos, s'il te plaît, monsieur l'ami, une bonne position. Hein? Tu es pas bleu. Non, c'est pas encore bleu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te présentons cette journée qui commence et les travaux qui sont dédiés dans cette journée. Nous te présentons notre intervenant, nous te présentons toutes les autres personnes qui vont intervenir. Conduis-nous par l'intercession de la Vierge Marie. Nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes rassemblés ici pour les activités de la COJP, la coordination des jeunes professionnels. Et cette année, nous avons voulu mettre en avant l'activité génératrice des emplois et des revenus. On a fait venir un intervenant sur le domaine, M. Obian Obam Akab Bruno, qui nous accompagne tout au long de cette matinée sur la question de l'activité génératrice des emplois et des revenus. Cette thématique correspond à des enjeux qui sont liés à notre pays, qui se voit aujourd'hui que l'homme est créateur de revenus et créateur de richesses. Et ça correspond aussi à ce que dit les documents de l'Église, donc sur la question de la dignité humaine, sur la question de l'homme qui doit se construire et qui doit être une plus-value pour notre société. Donc c'est dans cet élan que je vais passer la parole à M. Obian afin qu'il puisse faire son exposé. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais me lever parce que de toute façon la projection se fait derrière moi. Et je ne refuse pas d'être un expert, mais je veux être un contributeur. Parce que la qualité d'expert, on les laisse aux gens du FMI et tout ce que vous voulez. Christian a bien fait de l'introduire, l'Église ne forme pas que les gens à la prière. L'Église doit former aussi les gens sur des questions d'actualité, de société, qui permettent aux gens de s'épanouir. La foi est bien, elle est épanouissante, mais la vie sociale en dehors de la foi, elle est tout aussi. Donc, un professionnel qui ne réussit pas sa carrière, qui ne réussit pas son développement social et humain intégral avec sa foi, va échouer. Et c'est pourquoi on va trouver des chrétiens frustrés. Bon, je suis, en pensant au thème, les secteurs porteurs d'emploi et création de revenus, j'ai pensé le reformuler comme étant les activités génératrices d'emploi et de revenus. Parce que c'est à la mode, nous empruntons les expressions qui ont été consacrées, mais qui s'y est. Parce que secteur, mais je penserais plutôt à activité pour le moment. En fait, il n'y a pas d'emploi sans entreprise. Parce que nous faisons bien la différence entre un emploi d'administration, qui est un service, et un emploi en entreprise qui a vocation au service, mais également à la rentabilité économique. Ce n'est pas la vocation première de l'administration que d'avoir une rentabilité économique. Même si l'administration va avoir des services comme les impôts, la douane, qui font du recouvrement fiscal, donc le recouvrement de deniers publics pour son compte, mais ce n'est pas d'abord le rôle de l'administration publique que d'être une entité productrice d'argent. Le but de l'administration publique, bon, c'est un débat en droit, hein, service public, non public, et là-dedans, il n'y a même pas service économique. Mais le rôle de l'administration, c'est d'abord de rendre service. Et pour rendre service, il faut bien qu'il trouve des mécanismes de gestion, donc pour couvrir l'impôt, les taxes, la douane. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes plutôt dans le contexte où nous avons besoin d'activités qui donnent des emplois aux gens. Et donc, qui font de la productivité économique. Je ne suis pas économiste, mais bon, nous vivons, Normand est plus économiste que moi, diplômé en économie d'ailleurs. Je suis juriste, mais j'appréhende les questions économiques parce que depuis 2012 que je travaillais en cabinet d'avocat, nous avons fait la création de sociétés. C'était ça ma tâche principale d'abord.
Donc nous accompagnons les opérateurs économiques qui venaient s'installer. Et ça a donné aux juristes que j'étais de m'intéresser aux questions d'investissement. Et celui qui a déjà travaillé, c'est que le salaire ne le rendra jamais riche. Et surtout pas un salaire d'administration. Dernièrement, lorsqu'on faisait les dépôts de dossiers, je me suis un peu intéressé au salaire et puis une aînée m'a dit tu sais, quand tu es catégorie A1, tu gagnes 330 000 de salaire de base, 150 000 de primes de logement, 35 000 de primes de transport, 515 000 en enlevant les charges fiscales, des impôts sur le salaire, les charges sociales, CPPF, cotisation à la retraite, ANAMGS, tu retournes dans les 480 000. J'ai fait waouh, merde alors. Je ne suis pas sorti de l'auberge, je dois être administratif. Autant être entrepreneur, espérer gagner 1 million, 2 millions sur un dossier tous les 6 mois, que d'aller m'asseoir dans un bureau où je suis déjà limité, plafonné, parce qu'après tu as l'obligation de travailler. Tu ne vas pas à l'administration pour chercher des business à gauche à droite, tu vas pour travailler. Et ton salaire est déjà plafonné. Et c'est l'expérience que beaucoup d'entre nous faisons dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes. Nous avons un salaire, on estime que vous êtes diplômé Master 2, votre salaire vaut tant. Votre niveau vaut tant. Parce que des fois, on ne considère pas votre expertise. À certains endroits, on va dire que, écoutez, j'ai passé l'entretien à un endroit à l'époque où la dame m'a dit je ne suis pas capable de payer votre expérience. Et même pas votre niveau, donc je vais vous donner 250 000 francs de travail. Je venais de démissionner du cabinet. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je vais continuer de me débrouiller. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de créer le cabinet. Donc, lorsque des amis de la fac décident finalement de vouloir ouvrir un cabinet, on décide de se mettre en association, on ouvre le cabinet, donc nous devenons de facto des entrepreneurs. Donc, pour nous, l'entrepreneuriat est considéré comme un élément vital aujourd'hui pour pouvoir nous en sortir. L'entrepreneuriat pour les chômeurs, l'entrepreneuriat, parce que chômeurs, c'est les personnes en recherche d'emploi, diplômées en recherche d'emploi. C'est ce qu'on nous a appris en économie. Donc, pour les chômeurs, pour les non qualifiés, ceux qui savent faire quelque chose, parce que l'idéal, c'est que lorsque vous voulez entreprendre, il faut au moins savoir faire quelque chose ou identifier un besoin dans lequel vous allez décider d'offrir des services. Je pense que l'année dernière, il y a déjà eu un topo sur la création d'entreprises. Donc, la création d'entreprise, une entreprise doit répondre à un besoin. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir créer des emplois, il faut que nous ayons identifié des besoins et que nous décidions d'ouvrir et de créer des structures qui vont combler ces besoins. Et une structure ne fonctionne pas seule. Elle fonctionne avec des personnes, donc la main-d'œuvre, ce qu'on appelle le capital humain. C'est le capital humain qui donne des emplois, c'est le capital humain qui est rémunéré, donc revenu. Donc il y a des revenus liés à la rémunération, donc au travail fourni. Il y a les revenus liés au fait que je suis investisseur moi-même. J'ai ce qui s'appelle des bénéfices, j'ai des dividendes en fin d'année. Donc il y a plusieurs types de revenus. Mais aujourd'hui, nous voulons évoquer la question des activités qui créent de l'emploi et qui donnent des revenus. Évidemment, si on choisit de bonnes activités, nous avons de bons revenus. Le problème, c'est que dès qu'il y a entreprise, dans le mot basique de l'entreprise, dès que vous désirez d'entreprendre quelque chose, il y a toujours des contingences. Que vous vouliez avoir une maison, que vous vouliez avoir un enfant, que vous vouliez vous marier, que vous vouliez X, il y a toujours des contingences, donc des difficultés. Ce qui veut dire que notre travail aujourd'hui a deux grandes parties. Une partie sur, évidemment, les secteurs porteurs d'emploi, se recenser, et ensuite, de l'autre côté, les difficultés liées à ces secteurs, ou du moins de façon générale en entrepreneuriat. Parce qu'en développant chaque secteur, on peut développer quelques difficultés techniques. Mais il y a ma vie ici qui abordera la plus grande question, la plus grande difficulté, qui est celle du financement. Parce qu'on ne fait pas une entreprise juste parce qu'on veut. Une entreprise, ça nécessite des moyens. Même pour avoir une échoppe de vente de gâteaux, nous avons besoin d'un capital de départ pour acheter un sac de farine, pour acheter l'huile, pour acheter le feu, pour acheter le... Encore on peut prendre les briques, pour prendre même les briques qu'on va prendre pour mettre la grosse marmite de maman gâteau là, il faut les trouver quelque part. Donc on a toujours besoin d'un capital de départ qu'on appelle fonds de roulement. Je pense que c'est l'expression consacrée en économie et dans les milieux des banques. Donc, les secteurs porteurs d'activité, il y a la Fédération des entreprises du Gabon, la FEG. Donc, nous pouvons avoir l'information à la FEG parce que la FEG, c'est toutes les entreprises créées qui sont censées adhérer. Et donc, eux, ils sont censés avoir un fichier à jour des entreprises que nous avons
Sauf que parfois les entreprises, à cause des cotisations, qui dit association dit cotisation, parce que l'entreprise va mener des activités, et pour avoir été dans un cabinet qui était membre du patronat à l'époque, je sais que les plus grands problèmes, ce sont les cotisations, et il y a de grandes entreprises et de petites entreprises. Donc il y a une question de leadership entre les entreprises. Malheureusement, le site de la FEG actuellement ne livre pas ces pourcentages. Chose qui m'a étonné. Parce que normalement, on devrait trouver sur le site de la FEG que sur la totalité des entreprises membres que nous avons 10% dans le bâtiment, 10% dans les PME, 10% dans les microfinances. Malheureusement, sur leur site, il n'y a pas cette information. Donc, nous avons, et puis, les anciennes informations ne sont plus réelles. Les secteurs porteurs d'activité, il y a 10 ans, 20 ans, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y a 15, 20 ans, vous mettiez le bâtiment, les travaux publics et les secteurs pétroliers en tête. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Parce que les besoins du Gabon ne sont plus le pétrole. Déjà, depuis 2012, il y a la crise pétrolière, du baril du pétrole. Donc, la crise s'est accentuée avec la pandémie de la Covid-19. Donc, nous savons tous que le constat aujourd'hui, c'est que les emplois salariés en entreprise se sont raréfiés. Ça, nous ne pouvons pas le contester. Nous avons tous vu la proportion du chômage depuis 2015. Ensuite, la pandémie de la Covid-19 a augmenté le chômage. Monsieur Kessané sait que dans sa boîte, vous avez quand même licencié quelques gens, non? Il y a eu des plans, dans beaucoup de boîtes, il y a eu des restructurations. Le chômage économique, d'accord, on n'en parlons même pas. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui ont été licenciés, qui sont au chômage, qu'est-ce qu'ils font? Il faut bien penser aussi. Malheureusement, ou heureusement, je veux dire que l'entrepreneuriat au Gabon, c'est un entrepreneuriat de nécessité. C'est un entrepreneuriat de nécessité. Ce n'est pas toujours des entreprises d'opportunité. Comme par exemple, aujourd'hui, en 2024, nous avons des conditions d'opportunité, bien plus que la nécessité. Pourquoi? Parce que l'année dernière ou les années avant, vous étiez licencié, il fallait que vous trouviez quelque chose à faire pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc vous ne faisiez pas nécessairement dans l'opportunité, vous faisiez d'abord dans la nécessité. Donc il faut que je me nourrisse, il faut que je trouve de quoi vivre et tout le reste. Mais il y avait aussi ceux qui avaient des opportunités. Donc ils voyaient que voilà, il allait à Port-Gentil, c'est ce que faisaient certains Gabonais, par exemple, les entreprises de mise à disposition depuis 2008, ont foisonné parce que c'était de l'opportunité à ce moment-là. Mais ce n'est plus l'opportunité aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises d'opportunité vont croître plus que les entreprises de nécessité. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez un juriste qui fait dans le BTP. Donc, lui-même, il est juriste, il fédère des gens qui ont la technicité BTP et ensuite il monte une entreprise de BTP. Là, nous sommes dans l'opportunité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des travaux qui vont se faire. Je disais à quelqu'un que dans la ville d'Oyem, actuellement, on a des problèmes, des travaux de voirie. Il y a la route qui va être construite. On a besoin de pavés, de briques. Donc, c'est le moment pour tous ceux qui sont spécialisés dans le génie civil, le bâtiment, d'avoir des entreprises pour soumissionner. C'est vrai qu'à côté, il y a des questions de technicité, de capacité, de rendement par rapport à ce pourquoi vous allez soumissionner. Donc, nous avons retenu que l'entrepreneuriat au Gabon, avant, il était beaucoup détenu par les non-nationaux, les expatriés. Mais depuis 8 ans, on va dire depuis 2015, la conjoncture économique défavorable a fait en sorte que les Gabonais eux-mêmes se mettent à entreprendre. D'abord par nécessité, mais aujourd'hui par opportunité. Nous trouvons vraiment des gens qui excellent dans des petits domaines, c'est vrai, qui sont confrontés à la contingence, qu'ils sont nouveaux dans le secteur de l'entrepreneuriat et que ceux qui avaient déjà racines font un petit blocus, vous allez le rencontrer par exemple avec des gens qui sont au marché, ceux qui font dans la friperie, dans le vêtement et tout le reste. Ils vont vous dire que les expatriés qui y sont ne livrent pas tous les secrets parce que ce sont eux qui ont les rouages, qui ont le contact direct avec les gros fournisseurs. Pareil pour la distribution alimentaire, vous pouvez emmener la banane, le manioc. Si les Camerounais, eux, ils fonctionnent l'association, ça ne fonctionne pas toujours de la meilleure des manières avec les nationaux qui veulent faire la grande distribution. Donc nous avons retenu 7 secteurs. Nous avons retenu 7 secteurs importants en Afrique, mais également au Gabon. Le premier secteur, inévitablement, est l'agriculture et les activités connexes. Pourquoi? D'après nous, en fait, je ne suis pas prof, ce n'est pas l'école où j'explique mon cours, je ne suis pas enseignant. J'aime bien, mais c'est bien que ce soit interchange, c'est bien que ce soit un échange entre nous. Pourquoi est-ce que d'après nous, l'agriculture est un secteur aujourd'hui au Gabon
et pour le premier secteur qui peut produire de l'emploi. Voilà. J'aime bien cette réponse, on va t'enfermer là par l'oreille. Ça veut dire que tous les jours, quelqu'un a toujours besoin d'acheter de la nourriture. Oui, je suis d'accord. Quelqu'un d'autre? Madame la banquière. Parce que pour moi, le Gabon est un pays agricole qui a un problème d'autosuffisance alimentaire. Il exporte plus de 80% de ce qu'il mange. Ça, c'est une entreprise d'opportunité. Pourquoi? Parce que nous avons des terres arables partout. Il n'y a pas un secteur, il n'y a pas un endroit au Gabon où on parlerait de terre sèche. Peut-être à Port-Gentil à cause du sable. Mais que vous alliez dans le Wellington, que vous alliez dans le Boévino à côté, que vous alliez dans l'Ambounier, c'est des zones fortement agricoles. Et c'est des zones dans lesquelles le secteur, c'est des zones portantes. Si vous décidez d'avoir une plantation, aujourd'hui vous allez employer des gens. Ouais, c'est ça le secteur créateur d'emploi. L'agriculture aujourd'hui peut nous permettre, si nous développons l'agriculture, nous nous mettons dessus. C'est déjà le cas. Je regardais le rapport du ministère de l'Agriculture sur la création des coopératives agricoles. Chez nous dans le Nord, nous sommes, depuis 2015, nous sommes à une évolution de plus de 25% des créations de coopératives agricoles. Parce que les gens se mettent ensemble pour commencer à cultiver. Donc, ça commence juste par des cultures vivrières. Ensuite, lorsqu'ils peuvent abattre plus d'un hectare, 5 hectares, ils commencent à les vendre. La plus grande difficulté, c'est de partir avec du Nord jusqu'ici. Pourquoi? À cause du fait qu'en chemin, les bananes, les tubercules ou les ananas peuvent finalement... voilà. Donc, l'agriculture est un secteur aujourd'hui porteur. Pourquoi? Parce que le Gabon est une terre fertile qui nécessiterait de développer son agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire comme au Cameroun. Parce qu'il est quand même logique que dans un pays où nous pouvons tout planter, nous exportons la tomate. Que nous emmenions de la banane du Cameroun pour le Gabon. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir des plantations à Lambaréné pour ravitailler Libreville? Est-ce que nous ne pouvons pas avoir des plantations dans la zone d'Oyem qui ravitailleraient la ville même et peut-être ailleurs? Et donc les grandes questions d'après, ce sont les questions administratives. Donc là, en fait, pourquoi? Parce que à côté de l'exploitation, parce qu'il faut déjà trouver une terre. Chacun de nous ici est propriétaire d'une terre dans son village. Moi, je suis d'Oyem. Dans mon village, les Sangui en Volmecom, j'ai des terres et des terres et des terres que je peux exploiter. Si chacun de nous ici décide de repartir dans son village, il trouvera forcément une terre. Les contingences familiales, disons, de ceux qui ont fait 30 ans sans aller au village, ils ne trouveront certainement plus la terre. Parce que ceux qui sont restés ne leur diront pas, voici, voilà, votre grand-père a laissé. Mais chacun de nous ici a une terre dans son village. Donc, il peut exploiter. Et si moi-même je n'en ai pas, Christian et moi qui sommes du même village, nous pouvons nous mettre ensemble et exploiter. C'est ce qui se fait dans les coopératives agricoles rurales. Les gens se mettent ensemble, ils exploitent plus de 50 hectares. Il y a le monsieur qui a la coopérative, il s'appelle Clément Domba, il fait une coopérative de fruits. Il vend les fruits à la passion. Et ça permet à un moment donné dans le Nord de fabriquer les jus, les jus nature. Donc lui, il les livre par exemple en Guinée. Et dernièrement, en travaillant avec lui, il voulait les faire exporter vers les États-Unis parce qu'il avait trouvé un sponsor, quelqu'un qui voulait. Maintenant, il fallait que l'État l'aide pour l'exportation. Parce que c'est là où il s'est retrouvé un peu limité, c'est que pour faire exporter aux États-Unis, il faut des moyens logistiques qu'on n'a pas toujours. Donc aujourd'hui, ça c'est seulement l'agriculture. Mais l'agriculture, il y a ce qui s'appelle l'agro-pastoral. Donc tout ce qui tourne autour de l'élevage, de la pisciculture, de la pêche. Il y a un monsieur qui a une boutique qui s'appelle la Vache Shop. Là au carrefour désert, il fait dans l'élevage porcin. Il les abat, il fait l'élevage porcin, il abat, il les vend en cotise, tout ce que nous mangeons. Il fait des surgelés désormais parce qu'il fait de l'élevage à la production, à l'agroalimentaire. Parce que c'est l'agriculture, ces aspects qui emmènent l'agroalimentaire. Donc ça nous évitera d'aller commander le poulet brésilien pour l'emmener jusqu'à Libreville alors que nous pouvons les faire ici. Sauf que la difficulté restera toujours les moyens financiers et logistiques. Parce que vous supposez bien que quand quelqu'un a une plantation de 50 hectares ou de même de 5 hectares, il y a l'entretien. Donc les coûts qui vont avec les productions agricoles ne sont pas des moindres.
pour faire une plantation de bananes, un ingénieur agronome disait que vous avez minimum besoin de 5 millions. Pourquoi? Parce que vous devez acheter des semences. Vous devez payer l'ingénieur. Vous n'allez pas planter de façon rudimentaire, comme si vous voulez vous alimenter. Parce que c'est une différence. Si vous faites des plantations pour vous alimenter au village ou pour faire quelques petites ventes à la sortie de la vie, c'est une chose. Mais si vous voulez faire de l'exploitation agricole en vue d'une entreprise, vous exploitez un certain nombre de superficies. Plus d'1 hectare. Parce qu'on suppose que vous devez planter, récolter, replanter et vendre. Ensuite, nous avons les questions. Nous sommes toujours sur l'agriculture et les activités connexes. Donc, nous avons les activités connexes qui sont la pisciculture, l'élevage. Nous avons tout ce qui est vente au détail. Parce que c'est ce qu'on mène l'agriculture. La vente de tomates, la vente de piments, la vente de manioc, la vente de tubercules. Donc nous avons l'agriculture et toutes les activités de notre agriculture. C'est pourquoi juste après j'ai mis la restauration. Parce que lorsque vous pouvez produire le manioc, les tubercules, les porcins, le poisson, la pisciculture et tout le reste, vous pouvez facilement avoir des partenaires dans la restauration. Et vous voyez que la chaîne s'entraîne. Parce que lorsque vous employez des gens pour pouvoir vous aider à la plantation, parce que c'est ça, le secteur porteur d'emploi, le secteur générateur d'emploi. Parce que lorsque je suis exploitant agricole, je peux l'être, mais je ne vais pas abattre 5 hectares tout seul. Je suis obligé d'embaucher. C'est dans les ODD, les objectifs du développement. Hein, la réduction de la faim. Vous êtes obligé d'embaucher des gens. Qui ont notamment entendu parler des ODD, non? Voilà, c'est des questions de développement durable, c'est des questions d'agriculture, de faim, de genre, d'égalité des sexes, de justice et de paix. Il y en a 17 qu'on peut résumer en 4, qui sont l'agriculture, l'éducation, la santé et les questions de justice. Donc, dans les objectifs, dans les ODD, les objectifs de développement durable, nous avons la question de l'agriculture. Et les activités connexes, c'est évidemment les questions d'environnement. Parce que qui dit plantation, dit culture, du développement durable, de la gestion des sols. Donc vous voyez que ça peut être un secteur porteur d'emploi à tout niveau. Pour les cultivateurs, pour les experts ingénieurs agronomes, pour les experts en environnement. Parce que celui qui veut avoir une plantation qui respecte les normes environnementales, il est obligé d'aller chercher des consultants en environnement. C'est pourquoi beaucoup d'ingénieurs agronomes sont désormais formés aussi sur des questions d'agriculture durable. Donc, j'emprunte le mot durable. Ensuite, nous avons la restauration. Ça, là, c'est très attractif. Pourquoi? Puisqu'elle a dit tout à l'heure, les gens mangent toujours. Nous tous ici, nous aimons acheter les Nike, les goodies, vous arrêtez. Parce que c'est dans notre naturel. C'est dans notre naturel gabonais d'aimer d'abord les fêtes, d'aimer les fêtes en famille. Donc aujourd'hui, quasiment dans toutes les familles, il y a un prestataire. Il y a quelqu'un qui fait dans la restauration. Nous avons Hermine ici. Et quelqu'un qui lui produit les tubercules, les ananas, le manioc et tout le reste peut facilement être un distributeur chez Hermine. Comme ça, elle n'aura plus besoin d'aller au marché chercher. Elle sait que chaque fois que Normand, qui est exploitant agricole, aura une production, va l'appeler, je suis en train d'arriver, j'ai tel, de quoi as-tu besoin, elle commande. Donc ça emmène la suite du transport et la restauration. Sauf que le problème de la restauration, donc des secteurs agricoles, la restauration, c'est la précarité de l'emploi. Très souvent dans le secteur de l'agriculture, ce sont des emplois saisonniers. Parce qu'on plante à une saison et on ne peut pas à une autre. Donc ce n'est pas un emploi périn qu'on va mettre sur le temps. C'est vraiment un emploi ponctuel. On a besoin de vous pour défricher, pour abattre, pour dépousser. Après, on aura besoin de personnes pour planter. Et lorsqu'on a planté, on va devoir attendre la récolte. On prendra entre-temps ceux qui viennent nettoyer les plantations pour ne pas que l'herbe empêche les cultures. Donc, ce n'est pas des emplois à durée indéterminée. C'est des emplois saisonniers, comme dirait le Code du travail. Parce que le Code du travail a légiféré dessus. On a pensé aux emplois saisonniers pour essayer d'encadrer les emplois précaires. Mais pour moi, ça reste des emplois précaires. Et c'est la même chose dans la restauration. Dans la restauration, vous savez, dans la restauration, le restaurant ne va pas vous donner 500 000 francs de salaire si vous êtes serveur. Pendant que nous avons été étudiants, M. Abussoulou est là, lui aussi là, on a fait le service de façon à le vomir. C'était 15 000 francs le pointage. Deux fois, quand quelqu'un négocie, on donnait 10 000. Deux fois, on voulait que voilà, on veut quand même 12 000. Pour comme les 2 000 on prend le taxi, les 10 000 on garde quand même.
Donc, c'est un peu ça le secteur de la restauration. La restauration, c'est l'alimentation. L'alimentation, tout le monde mange, tout le monde veut aller au restaurant. Les amoureux, ils veulent de temps en temps aller au restaurant, s'asseoir, se faire un peu plaisir. Les amis, hein, Marie qui est là, on a fait un repas entre anciens une fois, du collège, messieurs. On a toujours besoin de moments de restauration. Donc, la restauration va être toujours. C'est une activité pérenne. Parce que parfois, vous voulez sortir de chez vous, arrêter de manger les feuilles de manioc. Le même poulet pour manger à la maison, comme vous le mangez au resto, ce n'est pas de la même manière. Hein? Oui. Donc, la restauration est aussi un secteur attractif et producteur de revenus. Sauf que les emplois qu'il crée ne sont pas toujours des emplois qui permettent une évolution sociale meilleure. Parce que c'est vraiment la petite main. Et que vous trouvez beaucoup de restaurants qui ne sont même pas immatriculés. Donc les employés travaillent le noir, on ne pense pas à leur donner la CNSS, la CNAMGS, de façon à ce que quand vous travaillez, ce sont des éléments qui vous permettent de pouvoir prétendre avoir des émoluments lorsque vous ne pourrez plus travailler, lorsqu'on parle de retraite. Et parfois, nous ne sommes pas, notre société n'a pas évolué comme chez les Européens, où quelqu'un peut avoir travaillé en façon toute une vie et puis prendre la retraite. Mais chez nous ici, avec les salaires que nous avons et qu'on paye dans ces endroits, ce sera un peu galère. Donc ensuite, nous avons le transport urbain. Nous tous, nous savons ici que le transport urbain paye. Pourquoi? La démographie du Gabon a augmenté, rien qu'à Libreville. À voir comment les gens galèrent les taxis dans les grands points de rassemblement, les changements d'Arion, le rond-point du 12, à Kanda, j'habite à Kanda, Mont de l'Horreur, charbonnage. Vous voyez bien que les questions de transport vont toujours être nécessaires. Vous avez des cadres qui n'ont pas de voiture, ma grande soeur aussi n'a pas la voiture. Donc elle prend pas le taxi. Donc elle fait au moins 5 000 francs de taxi jour. Exact. Donc c'est toujours un secteur rémunérateur. Pourquoi? Parce qu'indépendamment des gens que vous pouvez prendre en taxi, vous pouvez avoir des abonnements, vous pouvez fidéliser des clients, des gens qui transportent des enfants. Moi-même j'en avais un il y a quelques temps qui transportait des enfants, payait 40 000. Donc le transport urbain, donc le transport en général, est un secteur rémunérateur dans la mesure où la démographie du Gabon augmente. Et le besoin en transport est énorme. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de sociétés de taxi au Gabon. Et par exemple, vous allez avoir Bozem qui est une société de transport UP. La course est à 3 000. Bon, après, c'est pas plus mal. Hein. Quelle que soit la distance, vous payez 3 000. C'est pas plus mal. Ensuite, il y a la question, il y a les services bancaires. Agui est dans les services bancaires. C'est un secteur aussi très important actuellement et que beaucoup de banques ont décentralisé les services comme les transferts Airtel Money, Western Union, PayPal, tout ce qui est transfert de monnaie là. C'est des secteurs où on gagne de l'argent. J'ai accompagné un entrepreneur pour des questions de contrat dernièrement et puis j'étais étonné de voir ce qu'il gagnait dans sa boîte. Ça m'a surpris parce que je ne connaissais pas sa boîte. Il m'a dit non, nous on ne fait pas de pub, mais on a des clients parce qu'eux ils ont choisi par exemple de ne faire que des transferts d'argent vers une zone précise. Parce que le gars, il était étudiant à Londres, donc il ne fait des transferts que sur Londres. Donc imaginez l'argent qu'il gagne. C'est des secteurs porteurs. Sauf qu'il faut pouvoir trouver des partenariats avec les banques pour pouvoir avoir ces services. Parce que ce sont les banques qui sont censées normalement les faire. Les banques, les PME agréées. Donc il y a ces secteurs. Et il y a l'inamovible immobilier. Dans l'immobilier, il y a l'immobilier, on va dire quoi immobilier société, dans les SCI, qui construisent des maisons, qui les font louer, qui les vendent, qui achètent des terrains, qui les parcelles, qui viabilisent, qui les vendent, un peu ce que fait la SNI. Et il y a l'immobilier que Christian pourrait faire et la construction studio à louer. Ça s'appelle des investissements durables. Parce que lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, sauf si l'État a un projet dessus, on ne va pas venir la casser du jour au lendemain. Elle peut vous rapporter de l'argent sur 20 ans, sur 25 ans, même après vous rapportez de l'argent à vos enfants. Donc, ce sont des secteurs d'actifs, sauf que c'est des secteurs qui, lorsque vous les faites dans le cadre d'une société immobilière, créent de l'emploi. Parce que vous décidez d'avoir une structure qui vend des maisons, qui vend des parcelles, qui vend des terrains. Donc, vous embauchez des gens pour le faire. Vous embauchez des gens pour le faire. Lorsque vous faites dans l'immobilier personnel pour construire vos maisons, vous n'embauchez pas nécessairement du monde. Vous pouvez embaucher un gardien pour surveiller vos propriétés, vous pouvez... Mais c'est vraiment le secteur par excellence qui donne des revenus et des revenus durables. Donc, qui dit immobilier dit forcément la construction. La construction et les infrastructures. Aujourd'hui,
à l'ère CTRI, il n'y a que des travaux des chantiers. Donc, Sokoba, Colas, tous ces gens-là, ils vont se retrouver avec de l'argent. Donc, c'est maintenant que les nationaux qui ont la technicité, je disais à un architecte la dernière fois, qu'ils laissent d'abord des questions des bâtiments, des dessins là-haut, faire même la production de pavés et tout le reste, parce qu'on en a besoin. Et soumissionner aux appels d'offres. Puisque de toute façon, c'est dans ce contexte que le ministre a dit que les travaux, on donnera des marchés aux nationaux jusqu'à 150 millions. Dépasser ce seuil, on jugera de votre capacité technique. Parce que c'est peut-être ce qu'il n'a pas dit. Que le problème, c'est quoi? C'est qu'on veut bien donner des marchés aux nationaux, mais il y a aussi des questions de compétences techniques. Parce que qui dit bâtiment, dit compétences techniques et un certain type de moyens pour pouvoir produire et livrer des marchés. Parce que dans les financements des marchés publics pour le cadre de la construction, vous devez vous-même avoir la capacité, par exemple, de financer vous-même des travaux. Parfois, l'État ne vous donne pas le financement en entier. Donc, vous êtes une société qui répond financièrement du préfinancement des travaux. Mais c'est des secteurs dans lesquels, si on dit jusqu'à 150 millions, créons des sociétés et nous pouvons décider d'acheter des moules avec les Ouest africains, d'apprendre comment faire les pavés, d'apprendre comment faire les briques et de nous porter producteurs auprès des mairies, par exemple. Actuellement, les mairies, les travaux de voirie et tout le reste, les constructions de bâtiments, il y en a qui sont ingénieurs en génie civil. C'est un secteur très porteur. Parce qu'actuellement, il n'y a que des chantiers. La route est un chantier. Les bâtiments administratifs sont des chantiers. Quoi d'autre? Moi, je reviens de chez moi. Je parle du mieux de ce que je connais. Je reviens de chez moi dans le nord. Il n'y a que des chantiers. Dans le quartier de ce monsieur, la route était complètement trouée là. Hein? Il n'y a même plus la route pour arriver dans sa maison. Mais bon, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs sur place ont eu les marchés pour pouvoir le faire. Donc, le dernier, qui aujourd'hui, pour moi, à côté de l'agriculture le plus grand, c'est les télécoms et le digital. L'entrepreneur, c'est celui qui a créé l'ordinateur en bois. Là. Nous avons fait une formation avec lui en business plan et il avait dit le digital est le pétrole d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les télécommunications permettent aujourd'hui une visibilité. Toute entreprise qui se veut être connue, prospère, avoir des followers, tout ce que vous voulez, se met sur les réseaux sociaux. Ça, vous avez une entreprise qui fait dans les pavés, dans la construction, vous êtes obligé d'avoir une page Facebook. Il faut que les gens sachent comment, ce que vous faites et tout le reste. Mais ceux qui mettent le contenu sur Facebook, c'est du travail. Et ça fonctionne davantage aujourd'hui. J'entends les gens parler du community manager. Donc, pour les services, on employait l'expression des services informatiques. Aujourd'hui, tout le monde va avoir un ordinateur, tout le monde va avoir une imprimante. Donc, il faut forcément quelqu'un qui répare l'ordinateur, quelqu'un qui vend des cartouches d'encre, quelqu'un qui vend tous les consommables informatiques. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est vraiment la communication digitale numérique. Aujourd'hui, nous sommes en ligne sur Facebook. Nous avons besoin de quelqu'un qui tient la caméra, qui fait les montages, les visuels. Aujourd'hui, beaucoup de boîtes de communication gagnent de l'argent. Parce que la boîte de communication fait dans le conseil. Aujourd'hui, Prisca serait nommée ministre. Elle aura besoin de conseillers en communication. On dira que lorsque vous étiez agent au secrétaire général du budget, vous avez une certaine tenue. Aujourd'hui, vous devez avoir une autre tenue. Donc, on va conseiller. C'est de la communication, c'est du marketing visuel. Donc, obligatoirement, c'est un secteur porteur. J'ai travaillé l'année dernière, en février, là où j'ai refusé les 150 000, on faisait dans le process core management. Donc, il fallait trouver le moyen de faire de la communication. Mais le monsieur qui est venu, de l'agence de communication qui est venu, pour nous, puisque j'étais l'assistant administratif, donc j'étais celui qui était en charge d'accompagner le président sur ces questions administratives, mais ils avaient une facture de 5 millions pour nous concevoir les catégories, les visuels. Donc, tout ce qui est digital, numérique, aujourd'hui, rapporte de l'argent. J'étais encore en réunion la semaine dernière, mais c'était cette semaine, où on voulait faire un lancement d'activité, et puis il fallait j'étais dans la commission logistique, il fallait concevoir les cafés mono, les visuels, faire les photos, faire le montage. Le gars a demandé, non, il me faut 1,5 million. J'ai dit, oui, je dois apprendre à faire les visuels. Mais tous ceux qui se sont reconvertis dans ça ne sont pas nécessairement experts dessus. Il y a notre frère Teddy, qui maîtrise le digital et tout ça là.
mais il a fait sociologie à l'université, après il a fait logistique pétrolière. Il n'avait rien à voir avec la communication. Donc tout le monde est potentiellement un investisseur, quel que soit le domaine, à condition d'accepter de se former. Je suis juriste, je n'ai pas appris les contrats d'architecture. Si un client, comme ça a été le cas dernièrement, est venu me demander de lui faire un contrat pendant le cadre d'architecture, et puis je commence à voir, non, les plans d'art, mais qu'est-ce que c'est que les plans? J'étais obligé moi-même d'aller encore faire des recherches parce qu'il fallait que je donne à mon client un contrat adapté à son besoin par rapport à ce qu'il veut obtenir. Donc, les questions de formation. Donc, là, nous sommes dans la deuxième partie, pour moi, qui nous enlève les œillères. Parce qu'on peut nous vendre le rêve de la formation, de l'entrepreneuriat. Oui, et puis tout le monde est motivé qu'il faut entreprendre. Mais attention, entreprendre, ça a un coût. Entreprendre, ça a des conditions. Et l'une des grandes difficultés que Maggie va développer, avant que vous ne repreniez le reste, c'est le capital. Donc, je pense même que Maggie va terminer. Je vais développer les autres points, elle va terminer. Pourquoi? Je vais laisser à Maggie, qui est spécialiste des banques. Oui. Je lui laisserai développer la difficulté des entrepreneurs par rapport au financement. Pourquoi? Maggie, travaillant dans les banques avec Charlotte, ils savent que la plupart des entrepreneurs n'ont pas d'argent. Donc moi, je vais aborder la question de la clientèle. Parce que lorsque vous entreprenez, vous devez avoir une clientèle. Et le problème de la clientèle, c'est pour lancer l'entrepreneuriat. Quand j'ai commencé le cabinet, Provenance, et jusqu'à aujourd'hui, la plus grosse difficulté, c'est la clientèle. Parce que si vous n'avez pas de clients, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Vous ne pouvez même pas embaucher. Vous savez, par exemple, moi, dans mon cas, je suis obligé de travailler seul. Et même avoir des bureaux, un local, ce sera difficile parce qu'il faut un client, au moins un ou deux clients réguliers et fidèles qui vous permettent d'assumer vos charges. Donc la clientèle est tout aussi difficile à obtenir. Donc, et vous voyez que tout est lié. Pour que je puisse avoir une bonne clientèle, il faut une bonne communication qui peut être visuelle, qui peut être numérique, qui peut être quelle que soit la nature de la communication, il la faut. Hermine, qui est prestataire dans l'événementiel, elle devrait désormais faire des contenus visuels pour proposer aux gens sur la toile ce qu'elle fait comme activité. Sauf que par exemple, lorsque vous êtes dans le conseil juridique, on vous interdit de faire de la publicité. Il y a des activités qui dans leur déontologie, ne font pas de la publicité comme les avocats. Vous n'avez jamais vu une publicité d'un avocat. Oui, le cabinet de Maître Obian vous reçoit des tels noms, parce que c'est des professions qui exigent la discrétion. Donc, il n'y a pas de... Donc, tout ce qui est conseil, c'est comme là, c'est vous qui allez amener mon nom, que je connais tel, que vous faisiez en juridique et tout le reste. Bon, je suis déjà sur Facebook aussi. Donc, je suis en direct sur Facebook. Ok? Donc, je peux trouver la clientèle de cette manière. Donc, qui dit clientèle, dit tous ces aspects audiovisuels, de communication et tout le reste, vous êtes obligé de maximiser pour attirer. Vous ne pouvez pas... Vous avez quand même aperçu mon beau logo au début, non? Voilà, c'est ça le visuel. Parce que lorsque vous envoyez une facture à un client, les couleurs que vous arborez, même le ton, la présentation que vous avez. Bon, comme je sors des cabinets d'avocats pendant 10 ans, mon patron, mon ex-patron, il aimait dire que le premier contact avec le client, c'est votre tenue, avant que vous n'ouvrez la bouche. Si, après votre belle tenue de moine, on constate aussi que ce que vous avez dans la tête est bon, vous avez gagné le client sur tous les points. Et après, là je mets aussi le petit nuance, il y a des gens qui parlent bien, mais qui parlent creux. C'est-à-dire qu'il parle bien, il a le beau langage, mais ce qu'il dit au fond, c'est vite. Il n'y a rien du tout, il y a des enfumeurs comme ça. Donc, après la question de la clientèle, il y a les défauts de paiement des clients. J'ai beaucoup de factures en souffrance. Là, l'entrepreneur que je suis, boum. Parce que vous faites du travail pour les clients, et c'est ça le problème de l'entrepreneuriat. C'est que normalement, les codes, ce n'est pas institué. Mais ça peut l'être dans un contrat. Qu'au moment où vous faites la prestation, où le client vient vous voir, normalement, dès que vous avez défini l'objet et les conditions d'exécution du contrat, le client est censé vous verser un acompte pour démarrer le travail. Ensuite, vous pouvez moduler. Moi, je propose généralement aux clients de moduler les paiements. Pourquoi? Parce que si je donne à un client une facture d'1 million, par exemple, ça peut être lourd pour lui de les sortir séance tenante. Après, l'un des avantages de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des secteurs où les honoraires, les
les émoluments, les rémunérations est libre, comme chez les avocats, comme chez les conseils juridiques. Rien que pour créer une société, je peux te demander 1 million. Hein? Permettez-nous. Pareil pour les architectes, pareil pour les notaires. Ce n'est pas de l'argent qu'ils volent, c'est de la compétence qu'ils vendent. Sauf que les clients, deux fois, ils sont insolvables. Christian qui m'offre bien me dit que non, écoute, fais d'abord le travail et puis je vais te payer. Normalement, ce n'est pas comme ça. On doit inclure dans notre vécu d'entrepreneuriat et d'entrepreneur, ou même de fréquentant, de sollicitant de services des entreprises, que lorsque nous allons voir une entreprise, nous avons besoin de payer. Que ce soit notre frère, notre ami, notre cousin, même si c'est 10 000 que tu dois payer, paye-les. Et beaucoup d'entreprises ferment les portes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paiement. Surtout les entreprises où on livre des factures, ce n'est pas payable au comptant comme chez le boutiquier. Et même aujourd'hui, chez le boutiquier, on prend les bons. Mais vous n'allez pas prendre le bon chez le Libanais. Parce que le Libanais, lui, vous avez payé, vous partez. Mais le boutiquier du quartier, vous pouvez, si vous ne payez pas tout ce que vous prenez dans sa boutique, il tombe. C'est pareil que moi qui suis par exemple juriste, un cabinet d'assistance juridique, je suis obligé, je dois trouver le moyen de payer Internet, je dois trouver le moyen de payer de l'encre. Si j'ai une imprimante, pour pouvoir imprimer le document, tout ce que je fais, je le fais sur Internet, je le fais par écrit. Donc, les défauts de paiement. Ensuite, il y a la gestion des frais de l'entreprise et les flux de trésorerie. Évidemment, lorsque je suis en déficit de paiement, est-ce que je peux payer les employés? Non. Est-ce que je peux payer mon loyer? Non. Est-ce que je peux gérer l'eau et l'électricité? Je deviens débiteur partout jusqu'à la CNSS. Et donc, vous trouvez beaucoup de boîtes où, quand le responsable n'est pas rigoureux dans sa gestion, parce qu'il y a aussi des gens eux-mêmes qui foutent l'entreprise en l'air. Parce que, par exemple, dans les professions libérales, l'argent rentre. L'argent rentre énormément. Quelqu'un peut avoir 15 millions sur un dossier, et puis bon, il ne se met pas la rigueur que c'est de l'argent de l'entreprise. Oui, je suis le propriétaire, ça pourrait entrer directement dans ma poche, dans les besoins de ma maison, mais il y a une rigueur, il y a des charges, il y a machin, non. Certains, pour avoir fait une formation à la FEG, certains entrepreneurs décident de se donner un salaire. Donc, quand l'argent rentre dans la boîte, ils ne considèrent pas ça comme étant son argent personnel. Ils règlent les charges, donc il y a un problème de gestion même d'abord des entrepreneurs, et il y a la question des défauts de paiement des clients. Donc, si tout ça se mélange, c'est juste une catastrophe. Après, il y a la gestion administrative. La gestion administrative, c'est vraiment payer la CNSS, la NAMGS, gérer les impôts, les taxes, les contributions fiscales. Ça, c'est le nœud gordien des entrepreneurs. Je suis allé à un entrepreneur qui, parce que justement, il faut, parce que lorsqu'aujourd'hui, dans les marchés publics, pour pouvoir soumissionner, vous devez leur prouver que c'est un quitus fiscal. Le quitus fiscal, c'est là qui déclare que vous n'êtes redevable d'aucun impôt à l'État. Beaucoup sont coincés là parce qu'ils ne payent jamais les impôts sur les entreprises des Gabonais. Dès qu'il a créé, il laisse ça comme ça. Et c'est pas qu'ils font encore semblant souvent de payer, ils essaient souvent de petit patrouiller. Le Gabonais, lui, ne paye même pas. Parce que, justement, à cause des défauts d'accompagnement. Le gars pour qui j'ai fait le travail, il était surpris d'apprendre que lui, son secteur d'activité paye une patente de 85 000 francs l'année. Là où lui gagne peut-être 5 millions tous les 6 mois sur un dossier. Donc ça ne lui coûte rien de prendre 85 000 et de les régler. Donc il s'est retrouvé avec des pénalités de 10% le premier mois. Et donc quand tu as fait 1 an, 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'augmentation augmente de 3%, donc tu te retrouves finalement à avoir une facture de 500 000 ou d'1 million. Ça c'est maintenant sur la nature de ton entreprise. Lui encore il paye une patente de 85 000 l'année. Ceux qui payent l'impôt sur les sociétés, qui ne payent pas leurs impôts, ils se retrouvent avec des milliards. J'ai vu moi-même une entreprise, quand on a sorti le gars un 31 décembre, 750 millions, le gars il a raté la folie AVC. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne payez pas, vous ne déclarez pas les impôts, vous ne suivez pas votre comptabilité. C'est la rigueur de la gestion de l'entreprise. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, vous ne faites pas la comptabilité. Vous ne tenez pas vos comptes à jour. Vous ne vous mettez pas dans les conditions optimales de façon à ce que votre entreprise soit transparente. Et là, on parle aussi dans un milieu chrétien. Le business, oui, les gens ont l'habitude de dire que le business, ce n'est pas l'église. Mais comme nous avons des valeurs chrétiennes, nos valeurs doivent s'imprimer dans la manière dont nous gérons même nos affaires. Donc, tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas payer tes impôts, ne pas déclarer tes employés. Même si tu leur donnes 80 000 francs de salaire, parce que tu estimes que pour le moment ça ne fonctionne pas, tu peux payer les impôts,
les CNSS, la CNAMGS de tes employés. Et puis, les entrepreneurs ne savent pas ce que c'est écrire à l'administration fiscale et sociale. Lorsque vous êtes en difficulté, sauf que pour aller dire aux impôts que je suis en retard de paiement de 6 mois, je vais pouvoir régler, il faut que vous emmenez des justificatifs. Parce que vous n'allez pas leur dire ça à la bouche. Il faut venir leur montrer les comptes. Voilà, eux-mêmes ils apprécient. Ils voient bien que vous êtes en situation déficitaire. Non, vous obtenez les gars. Sauf que les gens, ils se taisent dans leur coin. Ils attendent jusqu'à les impôts leur tombent dessus. Parce que les impôts finissent toujours par vous tomber dessus. Même si vous allez laisser, bon, je vais mettre mon entreprise en sommeil. Mais c'est chez eux que vous allez, ça passe par chez eux. Ils vont dire, oui, ton entreprise doit aller en sommeil, mais tu dois 4 millions et demi. Paye d'abord ça avant d'aller en sommeil. Ou même si on va te mettre l'entreprise en sommeil, il peut décider pas. Et si tu la mets en sommeil, les impôts vont continuer de courir. Donc tu es obligé, tu es toujours rattrapé. C'est la bataille que nous, les entrepreneurs, que vous êtes, que nous sommes, que nous allons être demain. C'est l'obligation qu'on devons nous faire. La régularité dans les actes administratifs liés à la vie sociétale. Bon, après il y a des petites questions comme, qui vont entraîner le dernier point pour moi, qui sont sur les questions psychologiques. L'une des grandes difficultés, c'est que l'entrepreneur, il finit toujours par être seul. Parce que comme vous devez assumer les charges morales mentales de l'entreprise, les employés ne vous aident pas toujours. Hein? Ils ne vous aident pas toujours. Et lorsque, par exemple, vous êtes seul, comme c'est le cas, vous devez travailler dans un espace coworking, vous n'avez pas toujours tous les moyens pour pouvoir avoir un espace adéquat pour pouvoir travailler. La solitude de l'entrepreneur, elle est mentale, elle est parfois psychologique, il n'a personne pour l'aider, il n'a personne en soutien moral et les conditions dans lesquelles il peut travailler peuvent être une influence négative pour lui. C'est pourquoi, en dernier point, avant de passer la parole à Naïdi, j'ai quand même noté les qualités pour entreprendre. Et ça, j'ai trouvé ça important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis plus d'1 an, je suis moi-même sur le terrain de l'entrepreneuriat, je vois ce que c'est. Il y a des jours où j'ai dit, bon, je me suis dit, je vais chercher un emploi rémunéré, parce que moi, je peux avoir un salaire. C'est quoi cette vie où il faut attendre la saison pour pouvoir vivre? Donc, il y a là de la résilience. Si vous n'êtes pas résilient, vous ne pouvez pas entreprendre. Si vous êtes résilient, vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui va fonctionner. Tous ceux qui sont passés, bon nombre de ceux qui sont passés, je ne vais pas absolutiser l'univers Thomas Momo, hein, dont je suis un peu pour lui, hein, vous devez m'excuser, mais la plupart de ceux qui sont passés par l'univers Thomas Momo ont appris que c'est la résidence de façon obligatoire. Parce que si vous n'êtes pas résilient à l'UOB, vous abandonnez les études et puis c'est votre vie qui est foutue. Je me suis retrouvé un jour, j'allais au bureau à l'époque, et puis c'était un lundi, donc j'étais très bien habillé. Et puis j'ai croisé un de mes camarades de classe qui avait abandonné, il balayait la route. Il a traversé pour venir me dire bonjour. En fait, la révérence qu'il voulait avoir vers moi m'avait dérangé. Donc je lui ai dit que Joe, ne suis pas les habits là. Les habits là, c'est mon fille. C'est 500. Et puis on a un peu échangé, il m'a expliqué que voilà, on s'est dit que c'est effectivement, après la leçon, je ne l'ai plus vu. Il m'a expliqué les conditions et tout le reste. Et puis, vous vous rendez bien compte que l'université, telle que l'université a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, ça a empêché à beaucoup de gens de vraiment gagner, de vraiment sortir de la diplômée. Et quand on vient de se rajouter les conditions psychologiques de la famille, de la maison, donc, et c'est pareil avec l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent, mon petit frère est là. Quand il a accompagné ma femme à coucher l'année dernière, donc, en fin 2022. Mais c'était la croix et la bannière, j'avais peur dans ma tête. Je n'ai même pas l'argent, l'accouchement, je n'ai pas l'argent. On fait comment? Parce que quand vous entreprenez, vous faites quoi? Vous êtes obligé d'attendre. Ensuite, après la résilience, l'apprentissage permanent. Vous ne pouvez pas décider d'entreprendre sans décider de vous former, sinon vous êtes un meurtrier. Sinon vous êtes un meurtrier, parce que c'est l'apprentissage, c'est la formation qui vous donne les outils, vous aiguisez votre art. Si vous n'êtes pas restauratrice par nature, vous allez désormais apprendre les questions de restauration, comment faire pour faire le marché et tout le reste. Vous allez devoir aller à l'école et un va devoir former celles qui voudront bien faire dans la restauration. Si vous n'êtes pas ingénieur en génie civil, mais vous voulez monter une entreprise en BTP, parce que vous en sentez le besoin, vous sentez que c'est une opportunité, vous êtes obligé de vous former. Parce que vous n'allez pas aller laisser les gens vous produire du béton qui est du béton foiré. Ensuite, il y a la persévérance. Moi, je suis convaincu, Christian l'a dit tout à l'heure quand on est arrivé, moi je suis convaincu d'une chose.
c'est que celui qui persévère finit toujours par gagner. Celui qui persévère finit. Nous sommes chrétiens, tout notre espoir est dans l'espérance. Celui qui persévère finit toujours par remporter la victoire. Qui persévère dans le bon sens. Il y en a aussi qui persévèrent dans le mauvais sens. Peut-être aussi là-bas, ils vont gagner la victoire de la persévérance, il n'y a pas de problème. Mais nous savons une chose, celui qui reste patient, qui se bat et qui manœuvre de façon à ce que les choses fonctionnent de la meilleure des manières, il va remporter sa victoire. Et c'est cela, c'est comme ça les entreprises. On dit que Marc Delage, non, c'est Marc Delage, non, KFC, il a tenté 15, 5, 8, 19, il est devenu riche, vieux. La persévérance. Donc, je laisse à Maggie le soin de présenter les difficultés financières. Elle maîtrise ça, elle maîtrise ça. Parce que les banques nous refusent l'argent. Elle va nous dire pourquoi. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Prisca Marguerite. Je suis dans le domaine de la microfinance depuis près de 8 ans. Je suis passée par 2 institutions financières, de microfinance, qui sont des filiales de groupes. Je précise en fait ici quelles sont les filiales de groupes parce que la mentalité qu'on peut avoir et l'idée qu'on peut se faire de la microfinance ici, je peux aussi savoir ce qui se passe ailleurs. C'est pourquoi je précise en fait que c'est une filiale. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai interverti avec beaucoup de pays d'Afrique sur la question de microfinance. Contrairement à ce que mon frère Arpa disait ici, je ne viens pas défendre, je viens juste donner quelques informations, sinon dire quelques topos pour aujourd'hui se présenter devant un gestionnaire de banque ou de microfinance pour prétendre à un crédit. Parce que c'est vrai, la question reste toujours en suspens. Pourquoi on ne nous accompagne pas en tant qu'entrepreneur? Pourquoi je ne suis pas accompagnée? Les banques, vous êtes toujours dans la paparazze. En fait, c'est toujours des plaintes. Mais nous sommes tous régis par des lois, des règles qu'il faut respecter. Parce que nous, on a la COBAC qui est derrière nous, on ne va pas donner du crédit à tout va pour dire que bon, je vais aider mon frère ou ma soeur ou une quelconque personne parce qu'il faut seulement aider. Non, on regarde ce qui est par derrière. Donc la microfinance et l'entrepreneuriat, on va dire que les institutions de microfinance ont pour mission de prêter l'argent à ces personnes-là qui ne disposent pas des sûretés suffisantes. Et pour des sûretés suffisantes pour accéder à des accompagnements dans des banques formelles. Donc si je suis entrepreneur aujourd'hui, d'emblée, je ne peux pas disposer des moyens suffisants pour aller emprunter de l'argent à BGFI. Surtout quand on sait que BGFI accompagne, c'est vrai, des entrepreneurs, mais d'une certaine catégorie. Voilà. Et il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans cette relation entrepreneur et institution de microfinance. Donc, qui peuvent aujourd'hui faire l'objet, on va dire, des intérêts différents. Parce que moi, j'ai un objectif, je suis entrepreneur, je veux avoir de l'argent. La banque, elle a ses intérêts qu'elle défend aussi. Et ça peut créer un conflit pour dire, bon, vous êtes toujours dans l'optique où, même pour un entrepreneur, je dois avoir un capital moi-même, je dois faire X, je dois faire Y. Souvent, je reçois des personnes, je suis entrepreneur, ok, je veux un financement. La dernière fois, une fois, j'ai reçu un jeune entrepreneur gabonais. Il avait une activité, ceux qui font dans la logistique, l'envoi des colis. L'envoi des colis. Donc, son gestionnaire arrivait, oh non, chef d'agence, voilà, j'ai mon client, il faut l'aider, c'est un jeune entrepreneur gabonais. Voilà, il envoie les colis, il fait venir les colis de Port-Gentil, il envoie sur France-Ville, à gauche, à droite, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, non, ce qu'il veut, c'est prendre un crédit. J'ai dit, pourquoi faire? Ce qu'il veut, en fait, c'est acheter des motos. J'ai dit, des motos, pourquoi? Il dit, des motos pour diversifier son activité. J'ai dit, ah, c'est très bien. Diversifier dans quel sens? Il me dit, non,
les colis qui viendront maintenant de Port-Gentil et autres, au lieu de confier encore à ces personnes-là qui ont des motos, vous livrez, lui-même il va faire la livraison à domicile. Donc quand ça va quitter de Port-Gentil, le même service qui fait la moto là va livrer aux clients dans les maisons. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand je vais voir le monsieur, déjà j'arrive dans son espace, je regarde, c'est tout neuf. Il y a un bureau, un ordinateur. J'ai dit ok, bonjour, bonjour. Je lui demande de m'expliquer voilà comment ça se passe. Il m'explique un peu. J'ai dit bon, vous êtes nouveau ici. Oui, je viens de déménager. J'ai dit ok. Et le matériel de bureau, il est où? Vous travaillez seulement avec cette table et cet ordinateur? Non, j'ai laissé ça où j'étais avant. Nous, en tant que financiers et ayant l'expertise, on pose tout type de questions. Et c'est avec l'attitude des personnes, les réponses, l'aspect physique de l'entreprise. On regarde et on se dit, est-ce que celui-là, il va me rembourser mon crédit? On se pose la question. Donc je lui dis, il m'a dit non, c'est de l'autre côté. J'ai dit ok. Après, je lui dis ok, c'est quoi l'objet du crédit? Expliquez-moi un peu ce que vous faites ici. Il m'explique. Ok, quel est l'objet du crédit? Il me dit l'objet du crédit, j'ai envie d'acheter une imprimante, un ordinateur et les rames de papier. J'ai dit ok. Et je veux régler les salaires de mes employés. J'ai dit ok. Le gestionnaire était debout, il était étonné, les quartiers, les yeux. J'ai dit ok, c'est tout comme objet. Après le gestionnaire dit mais tu m'as dit que tu voulais acheter les motos. Il dit oui, je voulais acheter aussi les motos. En tant qu'entrepreneur, je suis conscient que je vais aller prendre de l'argent dans une banque. Je dois pouvoir m'asseoir. Je dois pouvoir m'asseoir pour me dire, je prends du crédit, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais le rembourser. Les micro-entreprises sont des entreprises qui emploient moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel au total bilan de 15 millions au maximum. Ça nous fait un total, un chiffre d'affaires mensuel d'à peu près 1,3 million chaque mois. Ça, c'est une entreprise, une petite entreprise, un entrepreneur normal, si on va dire. Et aujourd'hui, on voit bien que les entreprises individuelles, les activités génératrices de revenus représentent peut-être plus de 50% du marché économique gabonais. Donc, ce que je disais représente plus de 50% de la part du marché économique gabonais. Je disais de prime abord que le manque d'accès au financement est l'un des principaux obstacles auxquels les micro-entreprises sont confrontées. La microfinance comprend les garanties, le microcrédit, les fonds propres et quasi-fonds propres accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui éprouvent des difficultés à accéder au crédit. Il faut noter que les microcrédits vont de 500 000 à 15 millions. À passer au-delà, je pense que les banques prennent le relais. C'est vrai qu'il y a des entreprises, des institutions financières qui vont dans les 30 millions, les 100 millions et autres, mais celles-là, ces microfinances ne sont pas réellement des microfinances. Je tiens l'exemple d'une microfinance ici qu'on appelle généralement microfinance, mais elle est une mésofinance parce qu'elle fait entre la micro et la banque. Elle donne des crédits qui sont supérieurs à 40, 50 millions. Elle ne peut plus être appelée micro. Mais comme pour le secteur de l'Afrique centrale, on n'a pas encore des agréments de mésofinance, elle est obligée de s'aligner à un agrément de microfinance. L'accès au capital est difficile, l'amélioration durable. Donc, ici, comme je disais, je vais donner peut-être des solutions. On doit d'abord changer nos mentalités et on doit nous mettre cette structure-là qui accompagne les entrepreneurs. Mais moi, je préfère dire changeons d'abord de mentalité parce que quand on est entrepreneur, on ne va pas se dire qu'on va aller prendre du crédit et rembourser 6 mois plus tard. On prend le crédit, il faudrait qu'on sache dans quoi on s'engage.
Donc, ici, j'ai... Comment est-ce que je peux obtenir un financement? Les opérateurs économiques de toute taille devront d'abord savoir que quand il faut entreprendre, quand je veux avoir accès à un financement, comme le disait Arka tout à l'heure, je dois m'identifier. Je dois m'identifier, ça veut dire que je dois aller à l'ANPI, enregistrer mon entreprise. C'est cette carte d'identité-là qui me permettra après de dire je veux prétendre à un crédit. Donc la solution pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'avoir son immatriculation au registre du commerce. L'ANPI est là pour nous. Il faut être à jour dans la patente. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, comme Arcade le soulignait, ils n'ont pas accès au crédit. Pourquoi? Parce que non seulement ils ne sont pas formalisés, ceux qui sont formalisés ne payent pas leur patente. Et comme il le soulignait aussi, moi j'ai reçu des personnes, elles ont une fiche, un entrepreneur, elle a une fiche circuit. La patente, je ne paye pas ma patente depuis longtemps. Ok, il faut aller payer la patente. Au lieu de partir et de se rendre en personne physique aux impôts, on fait appel à un expatrié qui a des relations au ministère des Impôts, qui va peut-être nous avoir un rabais. Non. Non. Allons-y nous-mêmes, écrivons au ministère des Impôts, j'ai une entreprise depuis tant d'années, je n'ai pas payé mes taxes et autres. Quel est l'état fiscal de ma société? J'aimerais m'acquitter de mes engagements. Merci de bien vouloir me faire un échéancier ou en tout cas discuter avec l'administration. Elle est là pour ça. Et cette dame-là, malheureusement, l'argent qu'elle avait remis au monsieur à l'intermédiaire, il avait bouffé, comme on dit au quartier. Elle est revenue vers moi parce que son dossier traînait. Il manquait ces documents-là. Elle est revenue vers moi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, oh non, en fait, ma fille, ce que je vais te dire là, c'était vraiment... Je n'ai pas suivi ton conseil. J'ai suivi le conseil d'un frère qui m'a emmené chez un autre, qui m'a bouffé aujourd'hui depuis 4 ans. Je lui ai dit, il faut repartir. Et quand elle est repartie, elle a été reçue par l'administration. Elle a fait un document. En 24 heures, elle a eu sa patente. Et elle a eu accès au crédit. Donc, je demande à tous les entrepreneurs de s'identifier, de payer leurs taxes et d'avoir une adresse fixe. D'être localisable. Parce que nous, on regarde ça. Quand moi, je vais sur le terrain, quand on m'emmène un dossier de crédit, je vais sur le terrain. Je ne peux pas avoir un document. J'ai une fiche circuit, on me dit entreprise Kumba située au PK5. Quand je décide d'aller faire la visite de l'entreprise Kumba au PK5, on m'amène à Ngongé. Ce n'est pas possible de financer un entrepreneur qui, si sa fiche circuit est située au PK5 et lorsque je vais aller faire la visite pour son dossier de crédit, on m'amène à Ngongé. Ce n'est pas possible. Il y a l'administration auprès de laquelle vous avez établi votre document, donc votre agrément. Vous pouvez repartir pour dire j'ai changé d'adresse. Et là, on modifie l'adresse. On vous donne un autre document avec une modification d'adresse. Je tiens ma comptabilité. Ça, c'est le deuxième point. On a fini de se mettre à jour sur l'administration. On a fini de se mettre à jour. En tant qu'entrepreneur, j'ai fini de me mettre à jour sur l'administration. Maintenant, comment prétendre au crédit? Il faut que je tienne ma comptabilité. Il y a des personnes aujourd'hui, elles viennent prétendre au crédit. Dernièrement, j'ai visité une entreprise. Ce sont des entrepreneurs. J'arrive, c'est une entreprise qui fait dans les nouvelles technologies. On a parlé tout à l'heure, c'est un secteur porteur. Les nouvelles technologies. Comment j'ai vu le dossier, j'ai dit, j'y vais. Quand je suis allée, ils venaient de se réinstaller à l'endroit où ils sont. Ok. Ils sont à 3, c'est une salle, ils sont à 3. Je demande, on commence à poser des questions. Vous êtes installé ici depuis quand? On est installé ici depuis 6 mois. Je dis d'accord. Depuis 6 mois, vous êtes ici. Le matériel est tout neuf. C'est un investissement en matériel d'exploitation d'à peu près 10 millions. Je suppose qu'on va me répondre quand je demande comment se passe l'activité, quels sont les services que vous offrez. Tout se regarde. Après, oh non, toi, c'est toi qui t'occupe de ça. Ok, la personne reprend. Après, c'est
je pose la question de savoir, ok, vous vous occupez de ça, c'est ça l'activité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme revenu mensuel? Ils sont incapables, ils sont à 3, ils sont incapables de me dire, par mois, on peut avoir un revenu mensuel de temps. J'ai dit, bon, vous avez investi près de 9 millions dans un équipement de nouvelles technologies. C'est des personnes aujourd'hui qui peuvent diagnostiquer le problème sur un ordinateur, sur un téléphone et autres. Mais vous n'arrivez pas à me dire combien est-ce que vous gagnez par mois. Non, en fait, on était au marché, ça commence à gratter la tête. J'ai dit non. J'ai dit non. Il faut pouvoir maîtriser son activité. Je tiens ma comptabilité. Même si je vends les gâteaux, quand je vais acheter la farine, je prends un cahier. Généralement, ce que nous, on demande aux entrepreneurs, parce que c'est des personnes reconverties la plupart du temps, ou des personnes qui ne sont pas diplômées. Ce que nous, on demande aux entrepreneurs, c'est de tenir une comptabilité. La plus banale et la plus basique, c'est d'avoir un cahier dans lequel je prends, je note. J'ai acheté 5 kilos de farine, je note 5 kilos de farine. 5 kilos de farine, j'ai fait des gâteaux. Ça m'a sorti à peu près 50 gâteaux. Les 50 gâteaux, je les ai vendus à temps. Ça m'a sorti 15 000. Ok, 15 000 francs, je vais enlever encore 5 000 francs pour acheter la farine, pour reproduire le lendemain les 10 000, je mets de côté. Il y a une dame qui m'a aidé, dans les 10 000 francs, j'enlève les 2 000 francs pour donner à la dame qui m'a aidé pour faire X, Y. Donc la plus simple des comptabilités, c'est ici. On répertorie ses achats, ses ventes, les charges personnelles, parce qu'un entrepreneur, c'est une entreprise individuelle la plupart du temps. Et elle est liée à la personne. Elle est liée à la personne. Il faut savoir quelles sont mes charges personnelles, quelles sont les charges de mon entreprise. Donc les charges personnelles ici, on regarde un peu. Là, je suis en train de rentrer dans la capacité du client à pouvoir nous rembourser. Parce que quand il investit avec son capital, il doit pouvoir maîtriser son activité en répertoriant les achats qu'il fait chaque mois, les ventes qu'il fait chaque mois, les charges liées à son activité et ses charges personnelles. Il doit pouvoir les définir. Et quand il a défini tout ça, il arrive à son résultat. Quand j'arrive à mon résultat, je dois pouvoir me dire, aujourd'hui, je veux prétendre un crédit, je suis entrepreneur, mon résultat net aujourd'hui est à 1 million. Je veux aller prendre un crédit. Est-ce que je vais aller prendre un crédit de 20 millions? Je vais rembourser ça avec quoi? Le problème des entrepreneurs, c'est ça. Ils viennent devant nous, l'accès au financement est difficile, c'est la chanson. Mais après, est-ce que tu as analysé? J'ai un revenu net de 1 million chaque mois. Je veux prétendre un crédit de 20 millions. Comment est-ce que je fais pour le rembourser? Un calcul tout simple à faire soi-même en tant qu'entrepreneur. J'ai un revenu net de 1 million. Je prends 40% de 1 million. Est-ce que je peux investir 40% de 1 million dans le crédit? 40%. Ne dépassez pas. Parce que quand vous dépassez et qu'après, vous avez des échéances mensuelles qui vont tomber, ça commence à inventer. C'est pas inventer. Ça commence à dire non, j'ai ma femme qui est accouchée, mon enfant est malade, l'école de l'enfant n'est pas payée. Évitons. Prenons la responsabilité aujourd'hui de se dire qu'on est entrepreneur. Je m'identifie. Quand je m'identifie, je regarde quelle est la capacité de mon activité à rembourser le crédit. Et je voulais aussi revenir sur le fait que pour être entrepreneur aujourd'hui, quand on a identifié son talent et qu'on a le savoir-faire, il faut maîtriser son activité. On ne peut pas tout maîtriser, mais il faut avoir les bases. Et les bases, si aujourd'hui tu crées ton activité de vente de manioc, tu dois pouvoir te dire, tu te donnes 6 mois pour voir comment fonctionne cette activité. Le problème aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, j'ai une fiche circuit. Je viens déjà à la banque pour prétendre un crédit. Pourquoi? Tu ne peux pas prétendre un crédit après avoir fait une fiche circuit. Tu n'as que 1 mois d'activité et tu dis non, bon, comme j'ai déjà eu un marché de 100 000 là, c'est bon, je peux prétendre un crédit de 500 000. Non!
attends un minimum de 6 mois. Ça ne te permettra pendant les 6 mois de faire quoi? De me faire connaître justement tes achats, tes ventes, de voir les périodes de pic, les périodes creuses. Et quand tu as tout ça, tu sais au moins que quand tu vas prendre au crédit, tu connais ta période pic, tu connais ta période creuse. Et quand ta période creuse là, tu sais que tu ne gagnes que 5 000, tu ne vas pas venir prétendre un crédit où tu dois régler une échéance de 10 000. C'est ta période creuse que tu prends parce qu'au moins tu te dis les 40% des 5 000 francs que je gagne dans ma période creuse là pourront me permettre, qu'il pleuve ou il neige, de rembourser mon crédit. Qu'il pleuve ou il neige. Pendant ma période creuse là, je gagne 5 000. Les 40% des 5 000 francs que j'ai gagnés me permettront de rembourser mon crédit. Donc la banque ne viendra jamais avec courrier de dévéance 1, courrier de dévéance 2, mise en demeure, bois d'huissier. On commence à appeler maintenant les huissiers. On commence à appeler les huissiers. Et les lettres, le problème c'est que moi j'encourage beaucoup mes frères gabonais à entreprendre. Mais mes frères gabonais, il faudra qu'on fasse à part les choses. Comme mon frère disait, identifions-nous, payons nos taxes, mais aussi prenons la responsabilité du crédit. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça. Il y a beaucoup qui prennent le crédit, mais qui ne le remboursent pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le rembourser, mais parce qu'ils n'ont pas la responsabilité du crédit. Ils n'ont pas la responsabilité du crédit. La responsabilité du crédit ici, c'est dire que j'ai pris un crédit, j'ai des échéances mensuelles, suivant les informations, parce que c'est vous qui nous donnez les informations pour qu'on puisse vous accorder du crédit. On sait que les entrepreneurs, vous ne pouvez pas tout répertorier. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné le topo de faire les courriers, vente, achat et tout ça, mais vous ne pouvez pas tout noter. Il peut arriver des fois où vous laissez le gérant et tout, et vous vaquez à avoir plus de clients ou à développer l'activité. On sait que toutes les ventes ne seront peut-être pas répertoriées. Mais avec ce qu'on voit dans le cahier de recettes, avec ce qu'on voit comme facture d'achat et ce que vous nous dites, on fait une moyenne et on vous accorde du crédit. Mais seulement si vous avez pris un cahier, vous avez menti sur le cahier. Parce que la plupart de mes frères, c'est malheureusement qu'il y a beaucoup qui le font. Ils mentent sur le cahier, ils mentent à la bouche et après ils se retrouvent dans les difficultés à payer le crédit. Mais vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas. Moi, je suis dans le domaine, je vous dis, ça fait 8 ans. La première institution dans laquelle j'étais, ils sont venus avec un esprit d'accompagner toutes les activités génératrices de revenus des petites entreprises. Même la dame au marché qui vend son sa tomate et autres. Mais le problème, c'est toujours le problème de responsabilité. On a arrêté. Ils avaient arrêté. J'ai changé d'entreprise. Quand j'ai changé d'entreprise, c'est la même chose. Je suis arrivée, on a commencé avec ces activités génératrices de revenus, accompagner les petits crédits, les micro-crédits. Mais j'ai accompagné des connaissances même, mais qui après m'ont fait courir dans le sac. Qui m'ont fait courir. Donc aujourd'hui, quand je vois un entrepreneur, la première chose, ton activité a combien d'années? Oh, 2 mois, 3 mois, 6 mois. J'ai dit, mon frère, travaille encore. Ils trouvent souvent que nous sommes durs. Les entrepreneurs aujourd'hui, vous trouvez que nous sommes durs. Mais nous ne sommes pas durs. On fait de l'éducation financière pour vous permettre, après avoir pris un crédit, non seulement de l'affecter dans le crédit, parce que beaucoup aussi aujourd'hui prennent le crédit. Aujourd'hui, il a pris le crédit. Au lieu de partir investir dans son activité, l'objet du crédit déjà doit être défini. Et il faut définir le besoin et définir vraiment l'objet du crédit. Au lieu de prendre ça et mettre... Je me rappelle, j'ai donné du crédit dernièrement en décembre, en octobre à une jeune dame qui a un restaurant. La première chance de crédit, c'était en décembre. Le jour du... elle n'a pas payé. Elle n'a pas payé. J'arrive. Oui, madame, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, je m'en vais.
dans ce lieu d'activité, on me dit qu'elle a pris son vol pour gentil. Nous sommes le 20 décembre. Première échéance, premier impayé. Première échéance, premier impayé. Nous sommes le 20 décembre. Et c'est des microcrédits. C'est des microcrédits. Vous imaginez un peu? Un microcrédit, tu donnes à quelqu'un 1 million pour investir dans un petit restaurant. La première échéance, elle est en impayé. Elle te dit, elle arrive pour régler l'échéance, elle ne vient pas, tu apprends qu'elle a problème. Quand la dame est revenue, bien évidemment, après d'avoir fêté pour le nouvel an et pour tout le reste, elle me dit qu'elle avait le mariage de sa soeur. Elle allait investir l'argent. Elle allait investir l'argent là-bas. Les banques ne refusent pas d'accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on ne refuse pas d'accompagner. Mais tout ce qu'on demande aux clients qui se pointent devant nous, c'est d'avoir une certaine stabilité, une certaine maîtrise de son activité et une responsabilité. Il y a 3 choses. Avoir une identité, tenir sa comptabilité et être responsable. Le crédit, on peut en distribuer. On a du capital à donner. Mais on ne donne pas pour donner. On donne pour récupérer. Souvent, moi, ce que je dis aux clients qui sont en impayés, je leur dis, vous empêchez d'autres personnes de venir bénéficier de ce crédit-là. Vous empêchez d'autres personnes de bénéficier de ce crédit. Parce que le crédit n'est tout simplement que la transformation de l'épargne vers le crédit. On transforme de l'épargne au crédit. Il y a une personne qui a eu son 10 millions, il est venu la déposer en banque. Nous, on prend 5 millions, on te donne 1 million, on donne à X, Y, Z. Vous devez rembourser ça. Vous devez rembourser. Les banques, aujourd'hui, ne refusent pas de l'accompagner, mais il y a certains critères qu'il faut respecter. Payons nos taxes. Et allons-y à l'un pays, on fait des fiches circuits. Déjà, il faut aussi avoir l'expertise. L'expertise ici ne veut pas tout simplement dire que j'ai mon master 2 et c'est le master 2 là qui va travailler. Non, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Il faut avoir le savoir-faire et il faut être déterminé à créer de la richesse. Pas à s'enrichir, mais à créer de la richesse. Parce que quand tu crées de la richesse, tu t'enrichis. Quand tu crées de la richesse, tu t'enrichis. Tu crées de la richesse en développant ton activité. Et je peux aussi peut-être dire qu'il y a certains secteurs, malheureusement, qui font défaut. C'est les services aujourd'hui. Parce que tout simplement, comme le disait mon prédécesseur, il y a des factures qui sont en attente de règlement. Mais même ça encore, il faut toujours et toujours multiplier le portefeuille. Parce que nous, on peut bien accompagner quelqu'un qui fait de service, mais on ne peut pas accompagner un entrepreneur qui a un seul client. Qui a 2 clients. Il doit avoir au moins dans son portefeuille une multitude de clients qui lui permettra, lorsque j'attends la facture de X, la facture de Y est en train d'être réglée, je peux honorer à mon échéance de crédit, je peux subvenir à mes charges et à mes besoins personnels. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que ce n'est pas un monologue, c'est une conférence de débat. Il vaut mieux déjà poser les questions et s'il y a des points d'ombre, je vais éclaircir. Oui, plus ça. Hier, nous avons dans l'Union qu'il y a un appel d'offres, la création d'entreprises. Une banque commerciale pour les entrepreneurs. Dieu merci. Dieu merci, comme je le disais dans la suite. Donc, si on peut le défiler, je disais qu'il y a aujourd'hui, des solutions. La solution, c'est le changement. Les solutions aujourd'hui, c'est pour avoir accès au capital, on peut prétendre à une amélioration durable qui passera par le changement de l'environnement économique. Donc,
Ça fait partie du changement d'environnement économique. Aujourd'hui, on a une banque commerciale qui va accompagner les entrepreneurs. Mais toujours est-il que cette banque commerciale ne va pas vous donner l'argent gratuitement. Elle revient à la question d'avoir une fiche surtout ou un agrément, de payer ses taxes, de savoir quelle est l'activité dans laquelle je suis, comment est-ce qu'elle marche, et d'être responsable. Il y a une banque commerciale. Il y a des appels d'offres, ils ont commencé les recrutements de directeurs généraux, des directeurs généraux de beaucoup de services, on va dire informatique, conformité et directeur général adjoint, je pense bien. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a déjà cette solution-là, mais changeons nos mentalités. Parce que c'est le propre. Moi, je suis une Gabonaise.